up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. La musique du générique de Microciné a un lien indirect avec le cinéaste dont nous allons parler aujourd'hui. La musique, c'est Rio Bravo, le cinéaste, c'est John Carpenter, et l'intermédiaire entre les deux, c'est Howard Hawks, mais ça, on va peut-être en parler un peu plus tard dans l'émission. En tout cas, pourquoi? Oui, donc vous avez compris, on va parler de Carpenter. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Carpenter, un ange maudit à Hollywood. C'est édité chez Leitmotiv. Je salue Jean-François Desgenais d'ailleurs pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et puis surtout, l'auteur du livre, Stéphane Benaïm, qui a accepté de venir en parler. Merci beaucoup Stéphane. Comment allez-vous? Ça va, merci. Hâte de commencer la discussion. Bon, alors, il y a une question que je pose très très souvent à mes confrères de YouTube quand je les invite. Je leur demande souvent s'ils ont une image marquante. Là, pour le coup, j'aimerais bien savoir si vous avez une image marquante dans l'œuvre de John Carpenter. Et si oui, à quel âge vous aviez vu ce film? Alors, les images, en fait, ça marche avec ma mémoire photographique. Et il y a des espèces de flashs comme ça qui s'imposent parfois. Donc moi, quand je pense à John Carpenter, une des premières images qui me vient, c'est l'image de Sam Neill dans sa chambre capitonnée, avec le regard hagard et cette lumière qui vient sur lui, qui me faisait penser à une affiche aussi d'un film d'Alan Parker qui était Birdie. Ce corps recroquevillé, terrorisé dans cette chambre capitonnée, c'est une des images pour moi qui me marque, qui est aussi forte photographiquement que cinématographiquement parlant. Et puis une autre image aussi qui vient comme ça, qui s'impose à moi, c'est Alice Cooper dans Prince of Darkness avec son bonnet, sa tête livide et cette attitude et cette posture mi-zombie, mort-vivant. Voilà, c'est des images comme ça qui s'imposent à moi. Et alors, à quel moment j'ai vu ces films? La plupart de ces films, je les ai pas vus au cinéma. Je suis de 1970, donc je suis de la génération des ciné-clubs. Et donc, la plupart des films de John Carpenter, je les ai découverts en allant le week-end au vidéoclub. Et est-ce que c'est quand vous avez commencé à suivre ce cinéaste-là, quand vous avez commencé à découvrir ces films, est-ce que ça a mis du temps pour que votre rapport à ce cinéma soit évident ou alors ça a été juste direct, frontal? Ça a été direct, pourquoi? Parce que donc à cette époque des ciné-clubs, la cinématographie qui était proposée, c'était essentiellement des films de série B à Z, beaucoup de films fantastiques, beaucoup de films d'horreur, de science-fiction. Donc je pense qu'à cet âge-là, on est assez friand de ce type de sensations, de se faire peur. Et donc, je visionnais vraiment beaucoup de films et c'était au choix sur les jaquettes. Et de temps en temps, il y avait des surprises. Et Carpenter fait partie de ces surprises parce que, en plus du cinéma de frisson qu'il proposait, derrière, il y avait de la qualité. Il y avait quelque chose de talentueux. Il y avait quelque chose de poétique. Il y avait quelque chose qui relevait à la fois de l'horreur, mais qui n'était pas vulgaire. Et bien souvent, dans ces productions qui étaient proposées, de type horrible, gore, etc., sanguinolent, c'était pas du tout le même cinéma, c'était pas du tout le même effet. Quand j'ai vu ces films, encore adolescent et sans avoir après fait des études de cinéma pour comprendre le langage de la caméra, même sans savoir ça, quand on voit une œuvre qui est maîtrisée, on le comprend et on le ressent. Donc, effectivement, Carpenter se détachait du lot par sa maîtrise du langage cinématographique, son sens du cadrage, de la photographie et tout le reste encore. Avec le recul aujourd'hui, si vous regardez un petit peu en arrière, est-ce que John Carpenter, dans votre propre histoire du cinéma, est-ce qu'il a une place importante?
Oui, bien sûr, il a une place importante, sinon je ne serais pas allé jusqu'au bout de ce livre. Il a une place importante parce que sa carrière, elle est autant atypique que fascinante, que on va dire peut-être même aussi un peu triste, parce que ça laisse quelqu'un qui va à Hollywood comme ça, qui a ce talent. Et bon, c'est pas le premier, hein, et, réalisateur talentueux à pas rentrer dans le système et à se faire faucher comme ça et à être reconnu tardivement. Mais pour moi, c'était important. Alors, j'ai pas du tout la prétention de le réhabiliter. La réhabilitation, elle s'est faite heureusement longtemps après. Mais pour moi, j'avais quand même encore cette injustice que lui, évidemment, qui transparaît dans ses interviews, cette injustice face à l'incompréhension de toutes les catégories, de toutes les strates, parce que des fois, un cinéma, un auteur peut rencontrer son public et pas la critique, ou vice-versa. Lui, malheureusement, ce sont des rendez-vous manqués quasiment à chaque fois avec toutes les strates qui sont face à l'écran, le public, les critiques, voilà, donc, et forcément derrière l'audience qui suit pas. Donc, je sais pas pourquoi je me suis mis une espèce d'empathie dans cette peau de ce que j'appelle ange maudit, pas loser, parce qu'il a quand même bataillé à chaque fois pour perdurer à Hollywood. Mais sa fin, elle est pour moi un petit peu tragique. D'ailleurs, dans le livre, vous aimez bien le comparer, enfin, c'est assez fulgurant parce qu'en plus de cela, vous avez écrit aussi sur ce cinéaste-là, à Joseph von Sternberg. Et ce qui est très drôle, c'est que après là, pour le coup, je vais être, là, comment dire, comment je pourrais dire ça, là, je me prends vraiment la tête, hein, parce que quand je regarde le titre, Un ange maudit, ça me rappelle, si vraiment s'intéresse un peu à, voilà, bon. Mais Tout à je fait, sais non pas mais si c'est vrai, j'avais ça pas fait le rapprochement, mais oui. donc, il y a de cela. Mais il y a une chose, moi, qui m'a toujours impressionné chez Carpenter, et qui, avec le recul, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on voit un peu, d'ailleurs, les films ses propres films qui ont fait l'effet de remake, mais aussi un peu ce qui se passe au niveau du genre aujourd'hui, ce qui m'a toujours surpris, prenons un cas comme Prince des Ténèbres, par exemple. Prince des Ténèbres, il est passionnant parce que finalement, c'est un cinéaste qui travaille énormément sur le temps. C'est-à-dire que pendant peut-être une bonne première partie, il y a comme ça une espèce de configuration assez habituelle. On installe un décor, on installe le genre, on installe les personnages, une histoire, et puis il se passe un truc. Et ça, je crois que c'est à peu près, c'est assez souvent dans les films de Carpenter, il se passe quelque chose qui fait que tout ce, comment je pourrais dire ça, le temps est suspendu. Et donc, on voit un film qui est en train de prendre le temps, alors que c'est un film qui est ancré dans un genre qui a tendance à être dans une forme de vitesse d'exécution, parce qu'on voit ses confrères autour de lui. Alors que Carpenter, non, il y a toujours une seconde partie où il va se passer quelque chose qui fait que le récit va prendre le temps, et on va sentir quelque chose d'une espèce d'en apesanteur, et c'est assez troublant. Comme si, finalement, avec le recul, peut-être c'est un mot un peu grossier, mais il théorise l'horrifique. Et j'ai toujours trouvé ça passionnant, et c'est ce qui, pour moi, fait que c'est quelqu'un qui est vraiment à part, ne serait-ce que parmi ses confrères du cinéma d'horreur, mais aussi parmi ses confrères de sa génération, et voire même des cinéastes d'aujourd'hui. Il y a quelque chose, un rapport au temps, je ne sais pas si... voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné chez lui. Alors, oui, il y a plusieurs choses. Effectivement, la temporalité, pour parler de Prince des Ténèbres que vous citez, euh, ça se passe, en fait, en bon narrateur qu'il est, il va nous emmener dans son univers, nous conduire quelque part, et il va nous laisser mijoter dans cette marmite, et il va prendre le temps, effectivement. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que il crée des émotions, mais il est pas dans le spectaculaire. Hein, il installe les choses, et je veux dire, c'est flagrant quand on parle d'Halloween, de premier slasher, etc. Mais Halloween, il y a pas une goutte de sang. C'est quand même, il n'est pas du tout. Paradoxalement, c'est aussi le paradoxe du personnage, se faire appeler le maître de l'horreur.
mais son cinéma n'est pas du tout dans l'horreur, c'est dans une espèce de cinéma fantastique chic, élaboré, très Mmh. raffiné. C'est ça qui est étonnant. Donc effectivement, il prend le temps d'emmener le spectateur. Il n'est pas dans la surenchère, euh, on va dire, de rythme effréné. Il prend le temps. Et ce qui est agréable aussi, et je pense qu'il y a ce côté fascinant, c'est que la plupart de ces films se déroulent la nuit. Et Prince of Darkness, tout survient la nuit. Et se passe en une seule nuit d'ailleurs. C'est assez frappant. Dans The Thing aussi, on a l'impression d'être dans un cocon enfermé la nuit. Et c'est ça aussi qui est, on va dire, fascinant et envoûtant. Et ce rythme va aussi à celui de la nuit, une espèce de lenteur qui s'installe. Et voilà, et ce style va aussi avec son mouvement de caméra qui sont des mouvements de caméra très lents, des travelling, des mouvements steadicam très souples. On n'est pas du tout dans les à-coups, dans les jump scares. Son cinéma ne marche pas sur ça. Ouais, il y a une forme d'un retour comme ça au classicisme hollywoodien, mais en même temps, à l'intérieur de ce classicisme, il y a une violence discrète, très forte et très discrète. C'est assez passionnant. Il y a comme ça dans la séquence d'ouverture de Fog, il y a cet extrait du poème de Edgar Allan Poe qui dit en gros tout ce que je le dis en français parce que si je le dis en Ouais. anglais, je vais avoir une amende. Tout ce que nous voyons ou croyons n'est qu'un rêve dans un rêve. Cet extrait du poème Un rêve dans un rêve d'Allan Poe. Est-ce que cette phrase-là, ça pourrait, on va dire, résumer grossièrement peut-être la mise en scène de Carpenter? Bah, oui, c'est l'entre de la folie, c'est ça, Mmh. ce qu'on voit, c'est le questionnement, on va dire, essentiel du cinéma. Ce qu'on voit, ce qu'on nous donne à voir, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un cauchemar? On se réveille, comme Sam Neill, on va se réveiller plusieurs fois en se disant, ça y est, je suis dans la réalité, et en fait, on est toujours dans un cauchemar. Donc, en bon narrateur, là aussi, euh, Carpenter joue sur les dimensions et nous fait croire quelque chose. C'est normal, c'est le principe du magicien, quoi. Hein. Donc Carpenter nous montre, il n'a pas besoin non plus d'être explicite dans ce qu'il montre. L'ouverture d'Halloween, le meurtre originel du frère qui va trucider sa sœur, on ne le voit pas. En fait, le Michael Myers va mettre un masque et on va voir juste en, dans le champ le couteau à travers les deux trous des yeux. On ne va pas voir le meurtre. Et pourtant, tout le monde est persuadé d'assister au meurtre de la sœur. En fait, on ne le voit pas. Donc, c'est aussi euh, sa puissance narrative, nous faire à la limite croire quelque chose qu'on n'aura pas vu au final. Il y a de ça, effectivement. On va revenir un peu, même si on était dans le livre, mais je veux dire, je voudrais bien qu'on revienne sur la structure du livre. Euh, Comment vous l'avez pensé, cette structure? Parce elle est assez particulière et j'aimerais bien que vous en parliez de cela. Est-ce que quand vous avez commencé à travailler sur le projet, très vite, cette structure est venue à vous? Alors, j'ai essayé en même temps de suivre l'évolution du fil de la vie de Carpenter. Donc, il y a, on va dire, une espèce de trame, de fil qui reste, on va dire, un fil chronologique, Mhm, avec cependant des recoupements. On parlait tout à l'heure de Prince des Ténèbres, qui fait partie d'une trilogie. Donc là, j'ai rassemblé quand même cette trilogie du mal. J'ai aussi rassemblé les films, les aventures de Snake Plissken, parce qu'il y avait un sens quand même qui était évident. Je ne pouvais pas séparer ces deux opus. Donc, je voulais garder d'abord le fil conducteur pour qu'on comprenne aussi un petit peu le cheminement de John Carpenter. Je voulais parler, par exemple, de son premier court-métrage qui est Captain Voyeur, dont qu'on peut aujourd'hui voir sur Internet, mais dont j'ai très peu lu de choses, et je voulais revenir sur ce court-métrage. Je voulais aussi revenir sur Bronco Billy, qui est
un film qu'il a fait avec ses camarades de l'Université of Southern of California, qui a été primé d'ailleurs, et son entrée dans la cinématographie avec Dark Star. Donc, voilà. Et puis les échecs, les complications dès le début, dès le départ avec Dark Star, qui ne va pas arriver à finir, qui est un projet étudiant qui va devenir un long métrage monumental. Il va se faire aussi déposséder de son film Bronco Billy, où il a fait la musique, il a un peu participé au montage, mais il n'apparaît pas comme réalisateur, alors que, bon, de ce qu'il dit et de ce qu'on voit, forcément, il y a aussi la griffe de John Carpenter. Donc je voulais installer tout ce tableau, et puis après suivre une parenthèse cinématographique, parce qu'après les échecs qu'il rencontre avec bon, Asso qui va monter progressivement, mais il a besoin de vivre, il va se lancer dans une vie de, on va dire, de scénariste à Hollywood. Donc, il met un pied dans la télévision, il devient scénariste et il réalise aussi. Donc voilà, c'est assez, assez imbriqué, et les choses suivent après un fil à la fois crescendo, avec The Thing, qui est l'apogée peut-être de son travail et la plus grande déception de sa vie en termes critiques et commercial, jusqu'à, on va dire, l'avènement avec The Ward, qui est un ultime, on va dire, film, téléfilm. Quand vous remontez comme ça le fleuve de sa filmographie, quand vous avez travaillé comme ça sur tous ces films, c'est peut-être une question un peu abstraite, mais comment on se sent, surtout qu'on a un rapport assez important, passionnel avec ce cinéma-là, avec ce cinéaste, parce qu'il a construit notre cinéphilie, notre rapport au cinéma, aux images, et vous reprenez le fleuve, vous le remontez de toute sa filmographie, et progressivement, vous arrivez à The Ward et vous savez que c'est fini. Enfin, est-ce que j'imagine, vous avez vu et revu tous les films pour travailler sur pour le travailler au niveau du bouquin. Est-ce que progressivement, à chaque film, chaque fois qu'on avance vers The Ward, est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de, je dirais pas, est-ce qu'on sent que Carpenter progressivement est en train de finalement d'être tellement déçu par les coulisses du cinéma que progressivement ces films deviennent de moins en moins deviennent de moins en moins, pas forcément efficaces, mais Bah, si, on peut le dire, de moins en moins bon, et même de plus en plus raté. C'est et de pas, plus en plus ratés. Parce qu'il y a des films qui sont ratés, certains disaient que, enfin, c'est tout, par exemple, il y a ce très beau, enfin, moi je trouve que c'est un très beau film, Ghost of Mars, qui a été c'était critiqué de manière assez, et moi je trouve que c'est un film intéressant, mais bon, bref, en tout cas, il se passe qu'il fait que plus on avance et plus on sent qu'il y a quelque chose qui est en train on sent qu'il y a quelque chose qui se perd. Est-ce que vous l'aviez, vous, remarqué, plus vous avez avancé dans sa filmographie quand vous avez travaillé sur le bouquin? Oui, on sent qu'il y a. Alors bon, il en parle, c'est pas un secret. Je l'ai dit là, l'échec de The Thing est quelque chose qui va profondément le marquer. D'autant plus que à côté de ça, son double positif, Spielberg, triomphe avec E.T. Donc c'est d'autant plus, on va dire, d'autant plus dur. La claque est d'autant plus amère, puisqu'ils sont en plus deux cinéastes de la même génération, de se sentir autant bafoué, autant incompris. Et c'est vrai que quand on travaille, en travaillant sur ces films, en se disant, mais bon sang, qu'est-ce qui fait que ces films n'ont pas rencontré leur public à l'instant T? Pourquoi? Pourquoi il faudra attendre 15 ans, 20 ans pour qu'on crie au génie, que la cinémathèque l'invite, qu'on lui dresse le tapis rouge au Festival de Cannes en 2019? Comment, comment ça peut se faire? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, on sait que les critiques sont versatiles, le public aussi, mais en fait, c'est quasiment systématique sur les films de Carpenter. C'est pas sur un film, c'est à chaque fois sur quasiment tous ses films, à part Halloween qui a créé peut-être, on va dire,
l'effet d'une bombe, parce qu'en plus c'était un tout petit budget et que voilà, ça a marqué les esprits, qu'il y a eu une adhésion du public. Mais ça, voilà, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi de tels échecs, qui l'amènent effectivement à The Ward et qui font qu'il n'y a plus de retour possible à la réalisation. Je regardais encore là, très régulièrement, dans la presse, sur Internet, on annonce un remake de The Thing avec Carpenter aux manettes, produit par Blumhouse. Je vois, c'est des rumeurs qui viennent en 2020, 2021, 2022. Quand on voit Carpenter et quand on l'écoute, visiblement, il ne reprendra pas du tout la caméra. Après, je peux me tromper, mais je ne le vois pas repasser derrière la caméra. Est-ce que plus on avançait dans la filmographie de Carpenter, est-ce que ces films, vers la fin, disaient plus un état des lieux du cinéma? En gros, il était plus dans une idée qu'il montrait, enfin voilà, que ça donnait comment il pensait le cinéma de l'époque. Et est-ce qu'au début de ces films, l'Amérique était vraiment son laboratoire, son terrain? Ou est-ce que ça a toujours été comme ça pendant du début jusqu'à la fin? Parce que quand on regarde la fin de... Allez-y. Moi, je vous en prie, non, j'allais dire, en plus, j'allais me répéter. Non. Ce qu'il y a, c'est que le cinéma de Carpenter, il est très puissant et il est très construit quand il sort de l'université et qu'il se lance dans la réalisation. Il a une connaissance incroyable du cinéma, du cinéma tout court et du cinéma américain. Vous parliez tout à l'heure des westerns. Effectivement, il a une grande connaissance et un grand amour des films classiques. Il se nourrit de ça. Et donc, son cinéma, il est presque inné. Certains prennent la plume, écrivent, ils ont ce talent pour écrire des romans sans avoir... voilà, c'est quelque chose qu'ils possèdent. Donc lui, il a ce talent-là, bon, évidemment, qui s'est forgé quand même à l'université. Et donc, ces films, ce sont quand même des leçons de mise en scène. Dans Assaut, les travelling de la voiture avec les gangs, la lunette qui dépasse de la vitre, qui cible des gens, il y a des champs contre champs, il y a des références, il parlait de Hawks, de John Ford, mais il y a même des références à Eisenstein. Dans cette construction, dans ce montage intellectuel, il y a aussi cette connaissance du cinéma russe. Donc c'est quand même, voilà, il connaît ses classiques, et donc les films qu'il fait, tous les premiers films qu'il fait, c'est avec cette envie de bien faire et cette maîtrise du cinéma. Et au fur et à mesure, après The Thing, et peut-être, je pense que Ghost of Mars, là, on n'est plus déjà dans la même réalisation. On est quelque chose déjà de plus télévisuel. Le langage n'est plus le même, la maîtrise de la caméra est bonne, mais la façon de construire le film, c'est quelque chose, je ne vais pas dire de plus bâclé, mais on sent que déjà, il a tiré un trait sur le cinéma. Et c'est pour ça que The Ward, c'est l'œuvre absolue, c'est un téléfilm, c'est un téléfilm. Voilà. Donc, je pense qu'il se déconstruit. Il avait encore des choses à dire? Je sais pas. En tout cas, il a encore envie de monter sur scène, de jouer, de se produire, de jouer sa musique, et il a toujours cette envie, en tout cas, de rencontrer son public. Et là, il sait que le public l'aime pour ce qu'il fait. Donc il y a ce côté vraiment d'ange maudit, de ne pas avoir été compris pendant toute sa carrière, ironie du sort. Maintenant qu'il passe sur son synthé avec son fils, les gens vont le voir. Je pense que les gens vont voir, paradoxalement, bon, évidemment le musicien, mais plus le réalisateur qui joue que le musicien. Vous parliez à un moment de l'inspiration liée au cinéma de Eisenstein et plus particulièrement du montage. J'aurais voulu que vous m'expliquiez un petit peu comment se définit
cet héritage russe dans sa manière de monter? Alors c'est justement ce qu'on appelle le montage, on va dire, intellectuel. Ça veut dire que le montage n'est pas neutre. Il n'est pas le montage neutre, pour, faire, simple, c'est un montage qui va être le plus invisible possible, qui va absolument aller dans le sens de la narration. Il faut que le spectateur ait l'impression de voir une histoire comme s'il tournait les pages et que les choses ne s'arrêtent pas. Dans le montage intellectuel, on provoque des chocs par l'assemblage des images. Donc, c'est par exemple quand Eisenstein filme l'escalier d'Odessa et qu'il y a des mitrailles de tous les côtés, eh bien, c'est de faire, par exemple, un très gros plan sur une bouche, sur un visage, alors que dans la seconde d'avant, il était dans un plan d'ensemble. Donc, c'est aller, on va dire, à l'encontre de ce que notre esprit a été amené ou est en droit d'attendre. C'est choquer le spectateur par des assemblages d'images qui ne sont pas censés s'associer en même temps. Et tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'ouverture d'Halloween avec ce couteau qu'on voit à l'écran. Ça, par exemple, c'est une façon de casser le récit. On ne va pas voir le corps pénétré par la lame. On va voir comme si le tueur va regarder sa main et poignarder comme ça. Il y a Mmh. quelque chose qui va pas. Quand on tue quelqu'un, on regarde la personne qu'on est en train de planter, on n'est pas en train de regarder la tête en l'air, sa main qui est en train de s'abattre. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui, quand on le voit à l'écran, on va dire, ça ne nous choque pas forcément, mais ça interpelle notre inconscient parce que on sort déjà de quelque chose qui est cohérent. Et c'est pareil pour la musique. Sa musique, très souvent, il le dit, et c'est pour ça aussi que il faut prendre de la distance par rapport à ce qu'un réalisateur peut dire de son propre travail. Il dit que sa musique est là pour servir le film et disparaître, se fondre dans l'image. Mais Mmh. sa musique, c'est l'inverse de ça. Et la preuve, c'est aujourd'hui de pouvoir faire des concerts juste avec sa musique. Ça veut dire que sa musique, elle a une vie à part. Et ça aussi, dans la conception, dans la théorie du cinéma russe, c'est de dire que la musique, c'est un contrepoint sonore à l'image. La musique n'est pas là juste pour servir l'image, la musique a une vie aussi. Et le fait que Carpenter écrive sa musique et, on va dire, fasse une tapisserie de l'imaginaire d'un côté avec ses images et de l'autre avec sa musique, sont des choses qui ne s'alignent pas, justement. Donc, c'est assez compliqué, mais sa musique n'est pas là juste pour donner des effets, on va dire, spectaculaires. Il construit aussi un dialogue avec son image et on se rend bien compte, en tant que grand, on va dire, réalisateur qu'il est, qu'il met la musique sur un même pied d'égalité que l'image. Et ça, c'est effectivement très fort dans la théorie du cinéma. Dans pratiquement tous ses films, ce qu'il questionne, c'est les soubresauts, c'est de la vie de l'humain. Et pourquoi, selon vous, il a choisi pourquoi, selon vous, il a très souvent utilisé comme genre l'horrifique qui était à un moment considéré comme quelque chose d'assez mineur, surtout dans cette période-là, les années 70, où il y avait le nouvel Hollywood, on considérait que c'était autre chose, c'était une autre manière de parler de l'Amérique, et lui, il choisit un genre assez mineur, et il va le développer même dans les années 80, etc. Et puis surtout, il y a l'idée du mythe, je trouve, de travailler énormément sur le mythe via pas mal d'aspects, comme le masque. Alors là, dans Halloween, on est dedans, même dans Prince des Ténèbres, mais voilà, il y a des choses de ce genre. Comment on peut expliquer que c'est dans le genre horrifique que Carpenter a su, maintenant on le sait et nous le savons, que Carpenter a su trouver ses marques pour au fond voir et partager ce qu'il voyait de la société américaine? Alors, bon, il a quand même touché un petit peu à tous les registres du cinéma fantastique et horrifique, parce que Asso, c'est plutôt, bon, il y a cette dimension, on va dire,
surréel de cette attaque de commissariat. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, d'où vient la menace. Et sur ça aussi, voilà, le hors-champ est très présent. Donc, par rapport à cette idée de montage et de faire vivre des personnages en dehors de l'écran, c'était déjà quelque chose de, on va dire, qui dépassait le cadre des réalisations de série B. Hein. Donc, Asso, après, effectivement, il fait des films comme The Thing, où là, il veut verser dans le gore très, très visuel. Il fait de la science-fiction avec Snake Plissken. Il touche, il a essayé de toucher à tous les registres, même avec les aventures de Jack Burton, mais à chaque fois, pour moi, c'était quand même un visionnaire. C'est aussi en ça qu'aujourd'hui, on l'encense encore et qu'on reconnaît son travail. C'est qu'il a lancé des mythes qui perdurent aujourd'hui. La preuve, Halloween, on fait là actuellement encore un film qui est en train de sortir. Donc, il a ouvert des portes. Et je pense que peut-être que si son cinéma n'a pas marché, c'est peut-être parce il avait un temps d'avance sur, sur la société, sur ce que la société pouvait attendre, et sur le cinéma lui-même. Les aventures de Jack Burton, il va quand même piocher des aventures exotiques dans le cinéma chinois. À ce moment-là, personne ne connaît la cinématographie chinoise, les films d'action. Il faudra peut-être encore attendre Tigre et Dragon bien plus tard pour voir des films de combat avec des magiciens, des fantômes. Carpenter, il est déjà là au rendez-vous sur ça. Les aventures de Ghost of Mars, combien de films, 10 ans, 15 ans après, combien de films on a eu sur la planète rouge. Donc c'est quand même assez incroyable de voir à quel point il a devancé un petit peu ce qui arrive aujourd'hui, même encore avec les tueurs masqués, les slashers, qui sont un genre qui existe encore aujourd'hui. Et voilà. Et donc, il touche un petit peu à tous les genres. Et effectivement, derrière, ce qui est aussi la trame de mon livre de façon modeste, c'est d'essayer de dépeindre et de comprendre la société, et plus la société américaine. Voilà. Et peut-être que c'est aussi en cela qu'il n'a pas rencontré son public, parce que même si ouvertement il ne critiquait pas la société américaine, il ne donne pas de leçons, Carpenter. Hein, il laisse toujours une porte ouverte, même les fins de ses films restent des portes ouvertes, donc il n'est pas du tout un donneur de leçons, il n'attend pas, il dresse un constat et il s'en va. Et peut-être que ce constat de critiquer une certaine forme de consommation, de comportement de la société, peut-être que ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas de se voir dans un miroir et de se dire, mince, ce que je vois, si c'est moi, c'est pas terrible. Donc, il crée une interactivité assez forte aussi avec le spectateur. Bien sûr, mais bien sûr, dès Bronco Billy, que vraiment j'invite tous les fans de Carpenter à regarder ce moyen métrage, qui porte en lui déjà tout le cinéma de Carpenter. Je crois qu'on peut le voir sur Internet. Ce jeune garçon qui vit dans la société américaine, dans un New York désincarné, et lui, il a sa chemise et son chapeau de cow-boy, et il descend dans la rue, et il n'entend pas le bruit des voitures, mais les voitures sont remplacées par des mugissements, et ça se termine dans une plaine. Et derrière, il y a évidemment un hommage au western, mais il y a aussi quelque chose de très dur par rapport au crime que l'Amérique a fait pour se construire et pour exister sur le peuple indien. Donc c'est cette ambivalence. Il aime autant l'Amérique qu'il la déteste, et je pense qu'il aime autant les Américains qu'il les déteste. Est-ce que, alors, c'est une question un peu paradoxale, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des cinéastes qui auraient hérité du style Carpenter?
Je parle pas des remakes, hein. Les remakes, c'est Oui, autre oui, chose. non. Vraiment, Franchement, enfin, je vais pas faire mon vieux gaga, mais non, je pense que si aujourd'hui encore Carpenter perdure et on parle encore de mythe, c'est parce que il a construit quelque chose, une griffe vraiment très particulière, son image en cinémascope, ses mouvements de caméra très souples à la Steadicam, ses travelling lents comme ça, des héritiers, des mouvements de caméra aussi élégants. Je les ai retrouvés pas forcément dans le cinéma fantastique, mais par exemple chez Jim Jarmusch. Voilà, ah oui, c'est d'accord. aussi surprenant que ça puisse paraître, mais des travelling très lents comme ça dans une rue où Jarmusch filme ses personnages. Justement, Jarmusch, c'est quelqu'un qui, on parle de cinéma tout à l'heure, d'absence d'action ou de le cinéma de Jarmusch, c'est quelque chose de, on va dire, de très indolent, de très poétique, qui prend le temps de filmer des personnages qui peut-être ne font rien. Et quand on voit Bronco Billy, qu'est-ce que c'est? C'est un cow-boy qui erre dans une cité où il ne fait rien d'autre que traîner sa carcasse. C'est Strangers and Paradise version Carpenter. Après, des cinéastes qui ont construit des choses originales ou marquantes au niveau du cinéma fantastique, pour moi, il y a pas forcément Aja, Alexandre Aja, avec son remake c'est Ouais, la colline à des yeux, c'est ça? c'est ça exactement, le Je, remake du je, film de Wes Craven. voilà, je trouve que là, il y avait quelque chose de très original, de très violent, de brut aussi, qui Très s'apparente pas à original. du Carpenter, mais qui Ouais. surprend, voilà, ou même le personnage de Jeepers Creepers, qui est peut-être un des derniers monstres emblématiques, peut-être après Michael Myers. Tous les cinéastes qui ont voulu donner dans l'horrifique ont essayé de créer un personnage aussi emblématique que The Shape dans Halloween. Et Jeepers Creepers, le premier film en tout cas, qui est plutôt réussi et qui va donner après bon, des suites, on va dire, plutôt ratées. Il y a le 2 qui était pas si mal d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un film qui s'appelait, je crois, It Follows. Je sais pas si vous l'avez Oui, vu celui-ci. tout à fait, oui. On C'était une est espèce de métaphore du sida, hein, je crois, hein, si c'est c'est ça exactement, ouais, c'est ça. de bonne mémoire, effectivement. Là aussi, je pense que je suis pas sûr que le film ait marché. En tout cas, c'est vrai que c'était un film assez réussi, avec beaucoup d'esthétique. Ça me revient peut-être une très belle affiche sur fond bleu avec peut-être une piscine et cette histoire de contamination qui sous-tend quand même aussi beaucoup le cinéma de Carpenter. Qui va être contaminé, qui a le mal en lui, hein. On l'a dans The Thing, mais on l'a dans Prince of Darkness. Voilà, qui va être porteur du mal. Et Et puis c'est il y avait cette la inquiétude. peur de l'autre. Oui, et puis il y avait cette inquiétude d'étrangeté qui émanait je pense au travelling de La Nuit des Masques, et là pour le coup, on les voyait aussi dans It Follows. C'était assez troublant d'ailleurs, ces travelling qui étaient juste effrayants, et alors Ouais, que ça se passait en plein jour, donc il y avait des tout à fait. similitudes avec Carpenter. Ouais, ouais. Il y avait il y avait de cela. Dernière question, je répète, un Carpenter, Un ange maudit à Hollywood, c'est édité chez Leitmotiv, et vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. C'est une question très simple. On va revenir au sous-titre du livre. Pourquoi un ange maudit? Pourquoi un ange? Alors, déjà parce que la vie de Carpenter se situe à Hollywood et à Los Angeles, qui est, comme on le sait, la cité des anges, hein. Mhm. Et donc, cette figure de l'ange aussi, c'est le personnage qui est là pour pas que faire le bien, mais qui essaye surtout de bien faire. C'est pas tout à fait pareil. Donc Mhm. les anges sont là pour faire le bien, mais ils sont là, ils essayent de tout bien faire.
Et Carpenter, effectivement, il essaye tellement de tout bien faire et d'avoir un contrôle absolu, donc de faire son montage, de faire sa musique, d'écrire ses scénarios, d'être derrière la caméra. Donc, il essaye lui aussi de faire le bien et de bien faire. Et Maudit, bah, tout simplement, voilà, on l'a expliqué pendant Ah oui. notre entretien, c'est que malgré toutes les bonnes volontés et malgré tous ses efforts, eh bien, la malédiction sera là au rendez-vous très souvent. Donc c'est ça qui fait aussi, qui rend ce personnage, on va dire, aussi atypique et peut-être sympathique, et qui rejoint, on n'en a pas parlé, mais de l'anti-héros, qui est une figure pour laquelle John Carpenter voue, on va dire, une admiration sans borne. Il n'est pas intéressé par les héros, mais les anti-héros, oui. Donc on peut dire, pour conclure, que effectivement Carpenter est en lui aussi une espèce d'anti-héros et d'ange maudit à Hollywood. Et puis surtout, la plus souvent, ces personnages dans ces films proviennent d'une classe sociale plutôt qui n'est pas aisée. On va dire les petites gens, si on devait être un peu grossier, mais c'est très souvent ça. Et donc, il y a de Oui, cela. oui, il fait partie de cette société, hein, donc des parents modestes, mais qui ont su quand même lui inculquer certaines valeurs, de la musique, du cinéma, pour ces deux parents qui ont été très, très présents. Et voilà, c'est aussi en cela que c'est une figure, on va dire, traditionnaliste, Traditionnaliste. attachée à la culture de l'Amérique. Stéphane, c'était donc Carpenter, un ange maudit à Hollywood. Je montre quand même ce beau visage. C'est édité chez Leitmotiv. Il y a toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Nous avons dit 0,001% du livre. C'est ce que je dis souvent parce que voilà, il y a tellement de choses importantes dans le livre. Donc maintenant, c'est à vous, j'ai envie de vous dire, de cliquer sur le lien et de récupérer ce bouquin. C'était Stéphane Benaïm qui était venu nous en parler. Merci en tout cas, c'était passionnant. Merci, mon plaisir. Bonne soirée. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions.